Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Oh, Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis. C'est beaucoup mieux à Cabourg. Ouais, il y a un petit côté Dalida. Oui, c'est vrai. J'aurais fait l'amour avec un gros signe. C'est calme. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes rien. D'abord, il n'y a aucun film bien. C'est tous des merdouilles. Ah non, j'y vais pas à Cannes. Mais ouais. So, the Palme d'Or goes to... Vous écoutez La Perche est à Cannes ou La Canne à Perche, comme le suggérait Laurent. Hello. La capsule quotidienne et cannoise Hyper de creepy, La Perche est dans le cadre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le setup est de plus en plus à la rage. Donc ça mange des pizzas, ça boit des bières et surtout... Il faut qu'on aille en séance de minuit, juste après, dans 20 minutes. On commence donc avec la compète officielle et l'événement quand même de la journée. C'était The Phoenician Scheme. The Phoenician Scheme. Pardon, le nouveau Wes Anderson. En regardant le mot, je me suis dit, attends, comment on l'a dit tous en même temps? Je pense que vraiment personne n'a compris. Redis-le bien. Le dernier Wes Anderson, on s'en fout, non? Oui. Le nouveau Wes Anderson, vous êtes assez nombreux à l'avoir vu. Félix, en 2 mots, qu'est-ce que ça raconte, une relation père-fille? Oui. De ce que j'ai compris du film, c'est un homme très très riche qui d'un coup commence à avoir un peu des dettes et il crée un espèce de système pour tenter d'être solvable et de rembourser un peu ses dettes, et du coup il va voir juste oui, une espèce de pyramide de Ponzi. Oui, voilà, exactement. Il va voir un peu du coup les gens qui peuvent potentiellement l'aider, ou à qui il doit de l'argent, pour essayer de négocier avec eux, et en fait il renoue un peu un lien avec sa fille qui est devenue du coup nonne dans un monastère et qui essaie cet homme, c'est donc Benicio del Toro. C'est ça, exactement. Je sais que vous êtes très très divisés autour de la table. On en reparlera probablement la semaine prochaine puisqu'il sortira en salle. Félix, en quelques mots, c'est quoi ton avis sur ce nouveau Wes Anderson? Toi, t'es très client de Wes Anderson. Ouais, je suis très client de Wes Anderson. J'avoue que Asteroid pour moi, c'est un de ses plus grands films et je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et en fait, je trouve que là, il est un peu plus dans la veine du coup Grand Budapest Hotel, à te raconter une grande histoire. Qui est son vrai chef-d'œuvre quand même. Moi du coup je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant, mais moi j'adore évidemment, mais je crois que voilà, j'aime bien le côté déconstruction et un peu d'abstraction quelque part qu'il avait dans Asteroid City. Là il revient du coup à un film qui, je pense, est beaucoup plus accessible pour du coup le grand public, donc je pense que ça peut parler à des enfants comme justement à des adultes, parce qu'il y a un côté très cartoon. Il revient un peu à ça, enfin ça a toujours été dans son cinéma, mais là il y a vraiment un côté Tintin de ouf en fait, à fond, ouais, complètement. Surtout que comme il s'agit voilà d'une espèce de grande entreprise à travers du coup je sais pas, divers je sais pas comment dire, environnement un peu aride ou machin. Il y a vraiment effectivement quelque chose une grande aventure presque à la Indiana Jones même par moment. Bref, et en fait j'avoue que moi j'ai trouvé la relation en fait entre le père et la fille très touchante, et c'est ça qui m'a un tout petit peu pris en fait dans le film, et qui fait que j'ai un peu plus adhéré quelque part justement au propos, parce que l'actrice déjà est assez extraordinaire. Je l'avais jamais vue et je trouve vraiment qu'elle est super convaincante, et j'aime beaucoup le développement de son personnage qui se salit mais sans forcément se salir. Et Benicio del Toro, c'est pareil, je trouve que il y a un truc dans ce mec là qui en fait au fond t'as l'impression qu'il adore l'argent, qu'il est charismatique comme tel, et finalement tu te rends compte que il aime bien marchander, il aime bien échanger un peu avec les gens, essayer de les convaincre, et je trouve qu'il y a une simplicité un petit peu dans ce propos là qui m'a assez plu, je crois. Donc voilà, c'est pour ça que je le recommande quand même malgré tout. Après, moi, voilà, j'aimerais bien qu'il retourne un peu dans ses expérimentations cheloues, même si je sais qu'il perd un peu de son public, mais parce que moi, je trouve que c'est encore plus intéressant. Et la jeune comédienne, c'est Mia Tripleton, okay. Qui est une jeune comédienne de 24 ans. Romane, tu fais partie de la team des un peu moins séduits. Oui, mais déjà, j'étais ravie d'entendre le pitch, parce que moi, ça m'aide clairement à comprendre ce que c'est que ce film, parce que je n'ai rien compris, et je pense que c'est mon problème majeur que j'ai avec le film. En fait, je pense que le problème étant que tout l'enjeu, quand même si évidemment il y a une relation père-fille que tu peux saisir sans avoir, même si t'as dormi au début du film, tu arrives à comprendre ce truc-là, mais en fait, quand même, toute cette histoire de dette qui rythme même en fait la structure du film, parce que c'est construit par des boîtes à chaussures. Il faut voir le film pour le comprendre. Mais ce qui fait qu'en fait tout le point de départ, si tu ne comprends pas ça et que tu ne le saisis pas, je trouve que tous les enjeux du film se perdent petit à petit. Ouais.
et progressivement, moi, ça m'a lassé et ça m'a même saoulé en fait. À la fin, il y a un truc où je me suis dit, tu peux pas construire un film autour de 2 lignes de dialogue, et c'est Wes Anderson, donc c'est-à-dire que faut être quand même hyper attentif. C'est-à-dire, moi, j'étais hyper attentive en train de regarder les plans, les mouvements de caméra, les décors, ce qui fait que j'ai complètement loupé le dialogue qui m'expliquait l'enjeu du personnage, parce que j'avoue que j'étais vraiment concentrée plutôt sur l'esthétique et voilà. Puis c'est le début du film, donc j'ai envie que ce soit simple aussi. Faut dire aussi que les sous-titres sont conçus de manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Et ils bougent dans l'image. Et ils bougent dans l'image. Donc je pense qu'il y a eu il y a d'autant plus de choses à suivre, de densité. Il y a eu un contrôle de Wes Anderson, j'imagine, sur la manière dont ils sont intégrés. Et c'est pas le choix le plus opérant du film. Non, et voilà, et ça fait que voilà, moi comme je le disais, je pense que je me suis progressivement perdue dans le film et en fait le problème aussi c'est que cette espèce d'artificialité qu'on connaît de Wes Anderson, la fabrication, le côté carton-pâte et l'esthétique hyper géométrique, tout ça c'est des choses qui du coup à la fin en fait pareil m'ont paru complètement vides parce que j'avais plus du tout le reste de l'histoire en tête et que donc j'avais vraiment l'impression de voir effectivement des espèces un artifice que d'habitude je ne vois pas du tout chez Wes Anderson, parce que moi j'adore commencer à croire à une histoire et qu'on me fasse croire à un nouveau monde. Ici j'arrivais pas à adhérer à ça et je pense aussi, même si cette actrice donc est assez exceptionnelle, je pense que son personnage, je l'ai trouvé quand même tous les personnages, d'habitude il y a un truc un peu humain qui m'emporte, comme par exemple dans la Story City où vraiment ça commence, c'est tous des robots et puis en fait tu te rends compte qu'il y a une énorme humanité là-dedans. Ici en fait j'ai pas vu l'humanité, moi j'avoue, derrière aucun des personnages, ce qui du coup voilà, ça m'a laissé un peu sans émotion ce film. Yori, alors non, juste avant de te donner la parole, petit instant people, puisque Imen vient de me chuchoter qu'en fait la comédienne dont on vient de parler, c'est la fille en fait de Kate Winslet. Oh. Ok. Voilà. Ok. J'ai envie de revoir son visage pour voir Kate Winslet à l'intérieur. Mais elle se ressemble pas tant parce que justement son nom disait un truc et là quand j'ai cliqué sur sa fiche elle se ressemble pas tant. Mais bon, écoute, voilà, belle. C'est Wes Anderson, il aime bien bosser avec des nepo baby quand même. C'est son délire. Tous les Coppola. Bon, Yori, est-ce que tu fais partie dans quelle équipe en fait tu te situes sur Phoenician Scheme ? Moi au contraire, il m'avait un peu perdu avec Asteroid City et j'avais bien aimé ce qu'il avait tenté avec French Dispatch, justement cette abstraction de la narration qui rentrait dans l'histoire, etc., avec une espèce de délire complètement dingue. Et moi, ça m'avait un peu perdu sur Asteroid City, le précédent. Et là, j'ai bien aimé. En fait, c'est marrant ce que tu dis sur l'artifice, Roman, parce que je trouve qu'il retournait un peu plus dans des décors réels, dans des maisons qui avaient l'air d'être des vraies maisons, dans des endroits qui avaient l'air d'être des vrais endroits, et qui n'avaient pas juste l'air d'être des plans superposés de trucs très plats, comme il avait fait dans ses courts-métrages, qui sont par ailleurs plastiquement absolument incroyables, parce que bon, ça fourmille de partout. Et là, je dis, tiens, il renoue un peu avec quelque chose d'un peu plus... peut-être un peu plus linéaire, un peu plus concret. Et moi, j'étais du coup assez séduit par ça, d'autant plus que moi, j'aime beaucoup justement Grand Budapest Hotel. J'aime bien quand, en fait, il a une histoire qui raconte, et puis qu'en fait, il les raconte avec plein de virgules, et puis après ça, puis après il y a ça, puis il y a ça, et que du coup, ça s'enchaîne. Là où le film, moi, me perd un peu, c'est que son truc est hyper programmatique, donc il faut aller le chercher de l'argent chez A, chez B, chez C, chez D. Et en fait, au bout d'un moment, quand on arrive à D, c'est malheureusement Scarlett Johansson, ça dure 3 minutes 30 et la scène est nulle. Donc enfin c'est quand même un truc... Il y a des situations qui tiennent en haleine, je trouve, et qui sont vraiment incroyables, genre typiquement tout ce qui se passe avec le ballon de basket. Voilà, ça c'est incroyable. C'est génial. Ensuite voilà, bref, quand on arrive à la fin du truc et qu'il faut récolter l'argent, je trouve qu'il perd un peu la force de son truc. Peut-être qu'il a coupé des scènes, je sais pas, mais en tout cas il n'arrive pas forcément à tenir le souffle. Moi, l'émotion, ça a marché sur moi. Je trouve que cette relation père-fille, je l'ai trouvée assez émouvante, assez bizarre, assez froide et en même temps très touchante dans son côté très âpre et cynique. Mais voilà, je suis plutôt convaincu par le film quand même. Laurent, alors tu as englouti ta pizza, donc tu n'as plus la bouche pleine, tu peux parler, tu prends la parole. Toi aussi, tu avais été un peu perdu par notamment, tu avais beaucoup aimé French Dispatch, tu avais été un peu déçu par Asteroid City. Est-ce que tu renoues avec Wes Anderson ? Je trouve que, j'aime beaucoup ce que fait Wes Anderson d'une manière générale. Je trouve que dernièrement, que ce soit Asteroid City ou même ses courts-métrages qu'il a fait pour Netflix, je trouve qu'il rentre dans un truc très très presque autiste, très hermétique, perso chelou, sur ces délires de mise en abîme, machin. Et ça, pour le coup, je trouve ça à la fois pas très intéressant et un peu perso, tu vois, un truc qui lui appartient peut-être à lui, mais qui en fait moi m'intéresse pas en tant que spectateur. Et je trouve que
que là, il revient à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus linéaire, pour raconter une histoire, de faire un film, en fait, juste raconter une histoire. Ça, c'est cool, parce que à Cannes, l'air de rien, on n'a pas tant que ça, des films qui le font. Et en fait, du coup, c'est très cool. Et ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que je pense qu'il a fait une grande comédie, en fait. Ouais. C'est Wes Anderson qui vient faire la grande comédie de Wes Anderson. C'est cartoonesque. Et c'est très cartoonesque. C'est vraiment genre, je sais pas, c'est Hanna-Barbera, c'est Tex Avery. Enfin, on va vraiment dans des trucs parfois presque un peu grandiloquents, un peu ridicules, et que je trouve assez drôle. Il y a des vrais moments slapstick. Enfin, c'est vraiment amusant, quoi. C'est une grande comédie avec Benicio del Toro qui fait un peu n'importe quoi avec ses enfants et sa fille, etc. Et en effet, je suis d'accord avec le côté un peu touchant et la relation père-fille qui est moyenne, parce que la réalité, c'est que Wes Anderson est un type qui a du talent et donc qui sait faire justement le lien entre les deux. Mais moi, ce qui ressort pour moi du film, c'est que c'est une vraie comédie très drôle, quoi. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Avec beaucoup d'action. Avec beaucoup d'action, avec un film vraiment sympa, tout en gardant cette espèce de patte Wes Anderson qui est très appuyée, qui est un truc hyper spécial de sa part, qu'il faut apprécier. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient perdus par ça parce qu'ils préfèrent l'époque Moonrise Kingdom ou même avant. Mais voilà, moi je trouve que c'est une très bonne comédie et c'est un film extrêmement agréable, quoi. Parce qu'il revient aussi à un truc qu'il faisait très bien dans ses premiers films, c'est l'étude de la cellule familiale et des relations familiales qu'il a un peu perdu, je trouve. Alors attends, Valentin hausse les. Mais j'adorerais avoir vu ça, mais c'est pas vrai. Vous dites, c'est pas la famille Tenenbaum. Bah non, c'est pas la famille Tenenbaum. Les personnages n'existent pas. C'est des personnages fonction. Il y a aucune relation filiale. Il y a pas de sentiment à aucun moment. Avec sa fille quand même, t'exagères. Avec sa fille, t'exagères. Mais à quel moment? Non, mais vraiment. J'ai pas envie de spoiler la fin, mais à la fin, il y a quand même, je trouve, une vraie connexion. Bonjour, papa, moi j'ai vraiment ressenti. Et voilà, mais c'est ça. Non, mais il y a un truc très contractuel qu'il assume d'ailleurs, parce que c'est le personnage. Il est dans le truc de lui, c'est un homme d'affaires, il signe des contrats avec sa fille pour l'embaucher comme fille, comme héritière, quoi. Ouais. Donc même l'adoption, c'est un contrat de plus. Hein. Voilà. Mais justement, à la fin, ça se modifie, ça va vers autre chose quand même. Il y a une évolution. Cette histoire de la mère qui disparaît, en fait. Moi, je trouve qu'il a peur de raconter cette histoire. Alors, moi, je me souviens, effectivement, je suis pas un nostalgique de l'époque Moonrise Kingdom du début, mais juste je note qu'il a peur de raconter cette histoire, il a peur d'aller dans l'émotion, il a peur d'aller dans le lyrisme, et qu'en fait il ne reste du film qu'une espèce de coquille vide. En fait je vois pas les relations entre les personnages. Donc tu parles des grands moments slapstick, mais je trouve que c'est faible. C'est-à-dire que oui, il y a des moments qui sont rigolos, mais à aucun moment ça devient drôle. Je me suis pas en fait le truc, et en plus c'est parce que t'es triste et que t'es désespéré, mais non, mais quand on aime bien l'humour et quand on aime bien rigoler, il y a des moments drôles quand même. Il y a un truc de rêve où en fait j'ai de plus en plus l'impression que chez lui ce qui fait gag, c'est le fait de voir un acteur connu faire un truc drôle. Mais pas forcément connu. C'est genre c'est quand même mieux. En vrai, non, là où je rejoins quand même complètement Valentin, c'est que je trouve il joue sur un truc de casting où à la fin on attend le gros méchant et on attend de savoir que c'est Benedict Cumberbatch. Et il y a un truc où je suis un peu en mode si c'est ça la surprise de ton film, moi ça m'énerve. Mais c'est pas une surprise de film. Si on prend dans le générique. Non, c'est dans la bande. Si on prend par exemple typiquement la séquence de basket dont on parlait plus tôt. Ouais, mais tu vois cette séquence là, tu mets des acteurs qu'on connaît pas. Tom Hanks. Ouais, mais ça marche 10 fois mieux parce que c'est Tom Hanks. Bah, je suis pas d'accord. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les actions, c'est le ballon de basket qui d'un coup va évidemment aller partout sauf sur le cerceau. Enfin, je veux dire, il y a quand même un vrai comique d'action. Il y a des trucs visuels qui fonctionnent en dehors de l'acteur. C'est pas un film hilarant, et je pense qu'à proprement parler, c'est pas une comédie. C'est-à-dire que oui, il y a des trucs fun, mais son but c'est pas de te faire rire. Et je pense que moi je trouve que c'est un récit d'aventure. Son but c'est de te faire rire, évidemment. Je suis pas en colère contre le film. Je trouve juste que qu'en fait l'histoire a disparu chez lui. Il a plus envie de raconter des choses. D'un point de vue artifice et création visuelle, c'est d'une pauvreté terrible. C'est-à-dire que l'écriture du film, elle est d'une tristesse. C'est-à-dire que le dialogage c'est toujours le même, la direction d'acteur c'est toujours la même. Roman hoche la tête. Il a mais en fait, c'est un procès d'intention en vrai. Non, c'est pas. Mais non, je constate. C'est que des phrases très courtes. On peut rentrer dans le détail de comment il dirige cet acteur séquence par séquence. Je trouve que c'est devenu excessivement pauvre, et ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je me souviens effectivement du Grand Budapest Hotel, qui est beaucoup plus riche. Il y a une richesse. Voilà, il y a une richesse d'écriture. Là, ça a disparu. Donc, il reste le côté plastique de la chose que je trouve par ailleurs effectivement un peu répétitif, parfois plutôt réussi, parfois un peu raté. Et je me suis en fait aussi interrogé, et ça j'en ai parlé un peu en off, mais je me suis un peu interrogé sur ce que ça voulait dire en fait concrètement. Qu'est-ce qu'il me raconte visuellement, quel est le monde qu'il construit au fur et à mesure, film par film. Et en fait je me rends compte, il est fasciné par le 19e siècle, il est fasciné par des choses qui ont disparu, et il est fasciné par les élites, et il est fasciné par en fait une espèce d'époque d'arrière-garde. C'est-à-dire que je trouve que c'est un cinéma d'arrière-garde, de conservatisme,
Et je trouve qu'il est de plus en plus là-dedans. Et le fait qu'il soit enfermé visuellement dans des dispositifs qui sont de plus en plus étriqués ne fait que refléter le fait que politiquement et émotionnellement, tu peux dire ça de plein de réalisateurs du coup. Non mais je veux dire, il fait des plans super longs, c'est le même dispositif. Le mec il est son délire perso et tout de suite c'est politique parce qu'il aime bien la bourgeoisie. Enfin on va se détendre. Non. C'est le mec tu peux vraiment regarder sur des ballons de basket. Tu peux vraiment regarder les derniers films qu'il a fait. C'était pareil sur Asteroid City. Dans le fond, ce qui l'intéresse, c'est certaines mythologies américaines ou non, mais il est dans l'étude de trucs surplombants, très abstraits. Et en fait, je pense que politiquement, je suis pas d'accord avec lui. Son cinéma dit un truc de très réactionnaire. Et globalement, en plus, plastiquement, il a perdu une certaine poésie qu'il pouvait avoir. Donc, du coup, moi, je suis pas déçu. Je suis un peu atterré en fait. C'est-à-dire que je me dis, on est en train de perdre progressivement Wes Anderson. Et ce serait bien que des gens lui disent de prendre 2-3 années. Non, mais 2-3 années de pause. Va te mettre au vert. Prends du temps pour réfléchir à ton processus créatif. On parlait d'Ari Aster, mais il y a 2 jours, il est dans un truc de foisonnement. Anderson, il est dans un truc de resserrement. C'est tout en train de se consommer en fait. Donc parce qu'en fait, je pense qu'il a trouvé son style et qu'il a envie d'aller par là. Enfin bon. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi le côté Wes Anderson est en train de perdre pour le coup plutôt ses spectateurs. En tout cas, moi je pense qu'il y a un degré et un seuil de redondance quand même qui commence quand même à être atteint, alors que vraiment j'aime quasiment tous ces films. Il y a un truc où au contraire Asteroid City j'avais adoré, là où il y a plein de gens qui en avaient déjà marre, et moi je pense que je commence à arriver à ce seuil là parce que justement j'ai un peu le même constat quand même que Valentin, qui est que moi je ne comprends pas quelle est l'histoire qu'on m'a racontée et en fait même s'il y a peut-être une petite évolution entre le père et la fille, je trouve que c'est pas suffisant pour faire un film, parce qu'en vérité il y a beaucoup de prétextes en fait autour de ça, et que malheureusement il y a pas assez de matière pour que je sois pas un petit peu fatiguée par cette redondance là quoi. Écoutez, on va rater notre séance de minuit si on continue, on continue ce débat. On en parle la semaine prochaine. Et je vous propose qu'on fasse un focus Wes Anderson la semaine prochaine, comme ça on continue ce débat, on peut se tirer à balles réelles dessus, et moi je serais absolument ravie de participer à la discussion une fois que j'aurai rattrapé ce Phoenician Scheme. J'ai super peur de le prononcer maintenant. Je veux dire phénicien, c'est effectivement. Le schéma phénicien. Le schéma phénicien, oui mais écoute, il n'est pas encore traduit en VF. Le deuxième film qu'on a vu en compétition officielle, enfin c'est toi qui l'as vu, Imen, c'est Renoir de Shi Yakakama. Je crois que c'est Shi Ayakawa. Eh ben écoute, merci de reprendre sur la prononciation. Alors Renoir, c'est ni l'histoire du peintre ni celle du cinéaste, c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans pendant un été. Tout à fait, c'est un peu un été déterminant pour cette petite fille, puisque c'est un été où il va lui arriver énormément de choses, à la fois des deuils, des découvertes, des nouvelles amitiés. Moi, c'est un film qui m'a surprise, parce que là, pour le coup, vous avez un semblant de pitch, moi j'en avais pas du tout. Et en fait, je trouve que la vraie force de ce film réside dans le fait que, comme tu l'as dit, l'actrice principale, c'est une enfant de 11 ans qui est vraiment de tous les plans et qui est extraordinaire, et qui est un vrai personnage de cinéma, comme on en fait assez rarement au final, qui a toute une sorte de complexité, d'énergie qui, moi, m'a vachement séduite. Après, c'est un film que je qualifierais peut-être un petit peu de poseur par endroits, parce que pour le coup, on sent qu'il y a du budget, qu'il y a l'envie de justement chiader la réalisation, donc c'est énormément de plans, de grands ensembles, on va un peu mettre en avant les paysages, et où des fois c'est peut-être un peu trop, en fait, je trouve, par rapport à l'histoire qu'on nous raconte, puisque au final, c'est vrai que cette histoire, c'est seulement cette espèce d'été, mais qui est assez rocambolesque et donc très scénarisé. Du coup, c'est un film qui fait pas trop de choix entre justement un truc assez chronique et assez scénaristique de manière extrêmement rodée. Voilà, donc c'est un peu les mini défauts du film, et moi j'ai vraiment été embarquée, j'ai vraiment été touchée par endroits. Je trouve qu'elle arrive à toucher à un endroit assez juste aussi de l'enfance, justement, et de cette espèce de moment de transition où en fait 11 ans c'est un peu l'âge compliqué, on n'est plus vraiment enfant mais on n'est pas encore adolescent. C'est la préadolescence finalement. Ouais. Exactement, mais où en fait elle-même du coup ne sait pas vraiment qui elle est, a du mal à être considérée aussi par les parents qui sont complètement dépassés par d'autres événements. Donc c'est vraiment une espèce un été un peu solitaire de cette gamine dans des paysages assez sublimes, ce qui fait que le film pour moi était un plaisir à voir. Après j'avoue que j'ai du mal pour l'instant à le situer vraiment au niveau palmarès par rapport aux autres films, vu que c'est un film en compète. On n'a pas dit sa nationalité d'ailleurs de ce Renoir. C'est un film japonais. Un film japonais. Tout à fait. Et du coup Renoir, c'est vraiment, j'avoue que le titre je le trouve un peu alambiqué, parce qu'il y a rapidement une ligne de dialogue qui fait référence au peintre Renoir, mais c'est tout. Enfin voilà, vous attendez pas à voir quoi que ce soit vis-à-vis de Renoir. C'est pas un biopic de Renoir, effectivement. Félix et Laurent, pour le coup, on va vous mettre d'accord sur un film pour lequel vous avez une haine
mutuelle et partagée, c'est Die My Love de Lynn Ramsey. On doit parler de ça. J'avais oublié. J'ai déjà oublié le film. En sortant hier, vous envoyez, c'est une daube en majuscule, hein, vous aviez l'air très énervé, puis vous l'avez oublié. C'est un film globalement sur une histoire d'amour entre donc Robert Pattinson et Jennifer Lawrence, qui sont un couple un peu de marginaux. Il y a un bébé qui arrive là-dedans, et puis le postpartum pose des problèmes au sein de ce couple. C'est ça, exactement. C'est très bien résumé. J'ai l'impression que tu me pitches Mother de Aronofsky. Hein. Bah oui, il y a des Déjà avec Jennifer Lawrence. Ouais. Mais en vrai, il y a des grandes similitudes, même stylistiquement. Enfin, je pense que clairement Aronofsky et Lynn Ramsey sont un peu sur la même vague, un peu, je sais pas, de l'expressionnisme psychologisant. Enfin, je sais pas trop comment le définir, mais voilà. Bref, et en fait, j'avoue que Lynn Ramsey, c'est un peu un coup sur deux. C'est-à-dire que moi, typiquement, We Need to Talk About Kevin, ça a pas du tout fonctionné sur moi. Au contraire, Beautiful Day, j'avais vraiment aimé parce que je crois que c'était un film qui était très taiseux et assez sobre en fait, ou en tout cas simple dans la mise en scène. Et ça, du coup, ça m'avait assez plu. Et là, on revient à un film qui justement, au contraire, est extrêmement hystérique. C'est-à-dire que directement, on te présente ce couple. Ils vivent dans une maison sale. La caméra, justement, elle bouge. De manière hyper shaky, ils font l'amour sauvagement sur le sol nu, froid. Enfin bref, que des trucs comme ça. Genre, quand elle a chaud, elle ouvre le frigo, elle s'assoit dedans. Mon appartement. Enfin. Ouais. je décris un dimanche après-midi chez Yorico. On te le souhaite. Bref, en fait, tous les espèces de trucs très clichés en fait pour caractériser de manière assez faussement rebelle et cool ces personnages, en tout cas un peu choc. Et elle va justement un peu accumuler les effets chocs progressivement pour essayer un petit peu de bousculer les spectateurs, sauf que ça ne fonctionne pas. Elle va t'en mettre plein la vue avec de la musique, Jennifer Lawrence qui va se fracasser son corps un peu à droite à gauche parce qu'elle est vraiment trop déprimée. Et j'avoue que moi, en fait, au bout de 10 minutes, tu comprends très rapidement tout le symbolisme qu'il y a derrière parce qu'il n'y a que ça. J'ai l'impression qu'en fait, elle ne veut pas regarder vraiment ses personnages. Il n'y a pas du tout de volonté presque anthropologique. Il n'y a qu'une volonté symbolique, mais un peu, je trouve, à deux balles parce que bon, ok, très bien, la figure de la mère, machin, mais il y a 1000 films qui ont déjà traité ce sujet de manière beaucoup plus intéressante. Donc du coup, en fait, moi, j'avoue que j'ai eu vraiment l'impression de me faire prendre en otage pendant 2 heures parce que le film dure 2 heures. Avec que des séquences qui se répétaient en boucle et vraiment c'est une des plus grosses daubes que j'ai vu cette année. Passez votre chemin. Au revoir, merci. Laurent, je bois de la bière. Toi, c'est un des premiers films que t'as vu en arrivant. C'est le deuxième film que je vois. Wow, bah t'as mis les pieds dans le dur, on va dire. C'est le deuxième film que je vois et je suis 100% d'accord avec Félix. Merci, au revoir. C'est vraiment la même chose. Globalement, j'ai trouvé ça horriblement merdique. Tout le côté en fait symbolique est vraiment bidon. Je crois pas aux personnages, je crois pas à leurs histoires, je crois pas à ce qu'ils font. Je trouve que la manière dont ils caractérisent le personnage de Jennifer Lawrence comme une espèce de pseudo psychotique hystérique entre gros guillemets. Et border misogyne. Je trouve que le délire autour je l'ai beaucoup entendu dans la réception que c'était un film border misogyne. Je trouve que le délire de la maternité est traité de manière ridicule, enfin c'est-à-dire qui n'a pas de sens concrètement et que la manière dont elle fait, enfin voilà, elle met ce personnage, c'est son pseudo processus créatif autour de ça. Oui, parce qu'elle est écrivaine et qu'elle n'arrive pas à écrire son auteur et elle n'arrive pas à écrire depuis qu'elle est mère. Il y a un côté que je trouve vraiment... Et elle balance du lait avec son sein sur la page. Oui, elle balance du lait sur une page blanche avec de l'encre parce que tu comprends, c'est l'enfer quoi. Au bout de 5 minutes, en fait, je savais que ça allait être nul et en fait, plus ça avance, plus c'est nul. Donc au secours, enfin, n'y allez surtout pas quoi. Ouais, il va au secours. Tout petit point pour revenir sur cette question un peu de la misogynie, c'est-à-dire que en fait, je trouve que c'est un film qui essaie de te montrer à quel point ça peut être violent justement d'être dans cette situation. Sauf que du coup, on va faire que maltraiter le personnage principal et à aucun moment tu vas justement avoir accès, je trouve, à une intériorité, en tout cas à quelque chose d'un peu positif ou joyeux. Enfin, tu vois, elle n'existe que à travers la maltraitance. Moi, c'est un peu le même problème que j'ai avec Substance, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on crée des personnages pour aussi un peu plus les tuer et pas juste les maltraiter avec la caméra, quoi. Il y a un truc un peu bizarre, quoi. Et vous m'entendrez pas ça dire souvent, mais j'ai préféré The Substance à ce film. Oh waouh pour vous dire. Ça nous en dit long sur ce Die My Love de Lynn Ramsey que du coup on va fuir. C'est dans le titre au final. Écoute. Maintenant, on va passer à L'Agent secret de Kléber Mendoza Philo. Yori et Laurent, vous l'avez vu, c'est l'histoire d'un agent secret, n'importe quoi, d'un homme qui fuit son passé trouble, qui débarque au Brésil en 77 et qui arrive au milieu du carnaval. Est-ce qu'on en dit beaucoup plus ? Bah, en fait, je pense que merci de me l'avoir résumé parce que j'ai rien compris pendant ce film. C'est pareil, ça fait partie de ces expériences de films qui démarrent avec une scène d'intro de ma boule. Enfin, vraiment, je me suis dit, très belle scène d'intro. C'est une super scène d'intro. En gros, c'est le personnage de Wagner Moura qui arrive dans une station-service. Il y a un cadavre en train de pourrir depuis des jours, qui est en train de pourrir pendant des jours. Depuis des jours, le mec lui dit en fait, personne ne vient parce que c'est le carnaval, c'est le bordel.
il y a des flics qui arrivent et qui contrôlent sa voiture et on sent que le mec est en train de fuir quelque chose et tout le contrôle policier est extrêmement tendu. C'est la seule bonne scène du film parce qu'après ça s'effondre, ça dure 2h40, c'est extrêmement long. Ça s'appelle l'agent secret, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle l'agent secret. Je vois pas le rapport. C'est toi dans la salle en fait. Tu étais infiltré. Il n'y a aucun rapport, il y a pas de. On nous le dit, c'est un thriller politique. Et pourtant, t'étais curieux de ce film, je me souviens. Mais j'adore. Moi, j'aime beaucoup Clément Menossa-Filho. J'ai beaucoup aimé ses 2 précédents films, en tout cas de fiction, qui étaient Bacurao et. C'est le réel de Bacurao. Ouais. C'était horrible Bacurao. Moi, j'ai bien aimé. Et de Aquarius, qui est un magnifique film. Oui, c'est Aquarius, c'est vrai. Et moi, j'aime bien Bacurao. Bref, on s'en fout. Mais c'est pas la question. Là, c'est une catastrophe absolue. Et moi, ce qui me questionne vraiment quand je regarde le film, c'est que techniquement, je trouve le film impeccablement fait. Vraiment, c'est des très beaux plans, c'est bien filmé, il y a du budget sur les décors, les costumes, machin. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'écriture, quoi ? C'est-à-dire que je vois des gens, je vois un enchaînement de scènes de gens qui se parlent, qui se causent. Moi, c'est Laurent qui m'a quand même expliqué. Parce que tu t'es endormi. Hein. Oui, parce que je me suis endormi. Tellement... Alors que c'était en début d'après-midi. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a aucune explication. Après, on a tout dormi 3 heures aussi. Bref, non, mais il y a un truc où. Vraiment, je ne comprends pas. Et en plus, il y a un truc d'histoire dans l'histoire à la fin qui aurait pu être brillant. Et qui en fait juste tombe à plat parce que c'est les 10 dernières minutes sur les 2h40 et t'as juste envie de te dire mais en fait c'était ça ton film, pourquoi tu m'as raconté tout ce truc avant qui n'a aucun intérêt et qui surtout dont je ne comprends pas la portée politique, la portée angoissante, la portée sociale, enfin tout ce qui pourrait me raconter sur l'ambiance du Brésil de 1977, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être pourchassé par on ne sait pas trop qui, tout ça tombe un peu à l'eau et c'est hyper dommage et je trouve qu'il passe à côté de son sujet, de son genre, de son registre et de son titre parce que l'agent secret, enfin lol. Et ouais, mais ça vous apprendra à pas avoir suivi Imen qui a passé un bien meilleur moment devant Renoir. Laurent, l'agent secret, même discours au revoir. À peu près, c'est-à-dire que en fait, moi j'ai un peu mieux compris le film parce que j'ai pas dormi devant, même si en fait j'ai cru que je dormais à un moment, mais non, je regarderai le film. C'était une expérience un peu bizarre. Je suis d'accord pour dire que c'est un ennui désespérant où en fait il se passe rien. C'est une bonne journée. Le problème c'est que la fatigue qui joue. Le problème c'est que. Mais là c'est hardcore. Enfin, le problème c'est que vraiment genre on comprend. En fait, même à la fin du film, même si on comprend quel est le mec qui essaie de le buter, comment ça se passe, et ce que globalement le film Benedict Cumberbatch avec une grosse barbe. Non, ce qu'ils essayent de faire en fait dans le film, c'est de parler de la corruption au Brésil et comment en fait ça peut avoir un impact jusqu'à tuer des gens. Mais sauf qu'en fait, ça dure 2h40 et que genre, tu l'as résumé en une phrase. Merci. Je l'ai résumé dans une phrase et on vit dans une société parce que la corruption c'est mal. C'est pas nouveau, tu vois, on était au courant. Donc en fait, il y a un truc vraiment hyper léger pour un résultat d'un ennui terrible. Et ce qui est fou, c'est que en dehors de ça, les acteurs sont super, la photo est cool, on sent que les mecs sont pas tous des gros nazes, quoi. Juste, il aurait fallu essayer de raconter vaguement une histoire. Et en plus, il y a une espèce de double temporalité à un moment, mais qui est super mal mis en scène avec. Il a pas capté la double temporalité. Je l'ai capté. Non, mais avec tu la captes qui se passent de nos jours en fait, et ça t'explique à la fin les répercussions jusqu'à nos jours. Et je pense que c'est ça qu'ils cherchent à faire. Je pense que le projet sur le papier est pas si bête, mais juste c'est tellement mal fait et d'un ennui tellement impossible qu'on peut pas conseiller aux gens d'aller voir ça, quoi. Toujours en sélection officielle, mais cette fois-ci en séance spéciale. Imen, tu as vu Mama, puisque toi, finalement, tu as vécu une journée parallèle au reste du monde. Film indé. Les garçons sont déplacés en bande et toi, tu as fait. J'étais seule. Creuser son propre sillon. Avec mes cafés, c'est très sympa. C'est courageux. Ce Mama, qu'est-ce que ça raconte, Mama, moi, de ce que j'en ai vu du pitch, puisque j'ai pas vu le film. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est forcée de revenir dans son village natal en Pologne après des années visiblement d'exil pour le travail. Alors c'est plutôt une femme d'une 50aine d'années. Elle est moyennement jeune, d'âge moyen. Même âgée, mais enfin âgée 50 ans. Non, plutôt 60 ans. Bref, en tout cas, c'est une femme qui a des enfants, qui a un mari en Pologne. C'est un premier film, donc j'étais un peu curieuse de le découvrir parce que justement la thématique je la trouve intéressante. C'est une thématique qui avait déjà été explorée dans Ama Gloria de Maria Mazzucchelli, mais plutôt du point de vue de l'enfant qui reste. Là, on est vraiment sur cette dame qui a quitté la Pologne pour aller vivre en Israël, de ce qu'on comprend.
temps pour travailler dans une maison. Et c'est vrai que c'est pas du tout dans les poncifs de, je sais pas, il y a un truc où elle est très amie de ses employeurs. Il y a vraiment une relation qui est hyper proche et donc qui fait que ça décale un peu le propos. Mais en effet, il y a cette espèce de retour en Pologne qui est pas inintéressant. En fait, je trouve qu'elle touche du doigt un sujet. On sent qu'il y a vraiment cette envie-là de raconter justement toutes ces personnes issues de plein de diasporas différentes qui se retrouvent centralisées à un seul et même endroit pour juste le travail. Mais malgré tout, moi, je trouve que c'est un film qui a un bon sujet, mais a du mal à le traiter parce que dès qu'on va en Pologne, en fait, il y a un truc où c'est assez pathos à plein d'endroits, que d'un coup on vient nous raconter complètement autre chose. On va nous raconter par exemple le fait que l'avortement n'est pas légal et donc un peu comment est-ce qu'on fait pour contourner ça, et donc ce qui fait que le film a été rendu illégal assez rapidement, assez récemment, ouais, complètement. Pologne, ouais, c'est ça. Il y a quelques années. Ouais, et du coup le film en fait vient un peu faire une sorte de patchwork de énormément de choses et qui, j'avoue, moi au bout d'un moment m'a un peu ennuyée parce que aussi j'ai trouvé que la réalisation était vraiment pas terrible, et donc ce qui fait que j'avais un peu rien à quoi me raccrocher au final. C'est pas tout à fait inintéressant, mais j'avoue que j'ai pas spécialement été emballée du tout par ce film. Oui, tu le recommanderais pas spécialement? Non, vraiment pas spécialement. Non, d'accord. En séance de minuit, mais on l'a rattrapé ce matin, c'était Le Roi Soleil. En séance du matin, du coup. En séance du matin, de Vincent Maël Cardona. Ouais. Le réalisateur des Magnétiques, Laurent, que tu avais plutôt apprécié les Magnétiques. Alors, Le Roi Soleil, comment le pitcher? C'est un bar PMU en fin de nuit. Un homme âgé arrive avec un ticket de loto et se rend compte qu'il a gagné son ticket de loto. Là-dessus, il y a des policiers qui sont en train de boire dans le bar et il y a un jeune homme complètement à la dérive qui ramasse le pistolet. S'ensuit une baston dans laquelle meurt l'homme qui a gagné le ticket de loto, et à partir de là, tous les gens présents dans le bar vont se poser la question de quel scénario raconter pour pouvoir s'en tirer en se partageant l'argent. Évidemment, tout le monde, parce qu'il y a à la fois les employés du bar, les gens qui étaient là de passage, etc. Tout le monde va évidemment pas être d'accord sur l'histoire à raconter et s'il faut ou non empocher la somme. Tu faisais des signes bizarres, Valentin, tu trouves que je pitch mal? Non, je trouvais que ton pitch était un peu long, mais t'en dis un peu beaucoup. Mais en vrai, non, ça va. Enfin, les gens seront. Effectivement, il se passe encore beaucoup de trucs après, donc ça va. On fait ton autocritique, genre maintenant, pendant les. Allez-y, on est. Tu me poses la question, je te Radio réponds. Communiste. Laurent, alors, c'est Roi Soleil. J'ai l'impression que je pourrais résumer ton expérience où j'ai l'impression que tu kiffais. À un moment, t'as commencé à dire dommage, et puis à un moment, t'as dit je suis trop saoulé. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu pour moi le syndrome Little Jaffna. Arrête. Qu'on a parlé il y a pas longtemps. Laisse tranquille Little Jaffna. Moi, Little Jaffna. Non, mais c'est le syndrome Little Jaffna en moins bien. C'est-à-dire que vraiment, genre. Mais c'est quoi le syndrome Little Jaffna? Ça veut rien dire. Bah si, c'est des mecs. Surtout qu'on parle d'un film qu'il y a vraiment personne qui a vu. Non, mais le syndrome Little Jaffna, c'est on en a parlé il y a On en a parlé il y a 2 ou 3 semaines. Et globalement, c'est un film qui est vachement. Réalité, quoi. En fait, c'est un problème c'est un film qui est vachement réussi, qui est un scénario de merde. Et ben là, c'est un petit peu pareil, sauf que le film est pas si bien réussi que ça et le scénario est vraiment à chier. Du coup, c'est pas du tout le syndrome. Ça va, Little Jaffna. Non, mais c'est pas ça. Le syndrome, c'est que t'es frustré devant le film parce que tu penses que ça aurait pu être un grand film et c'en est pas un. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un peu tous les ingrédients pour faire un bon film dedans, sauf qu'il y a personne derrière le scénario pour essayer de faire un truc bien. Ça, c'est un peu le problème. Et Little Jaffna, c'était déjà un peu le problème. Et là, c'est vraiment la même chose, mais en pire. On va pas refaire le débat. Moi, j'aime bien ce film. Et donc en fait, il y a vraiment un moment où je me dis, mais juste, c'est pas possible parce que Les Magnétiques, c'était un film qui était assez intéressant, qui avait des vraies idées visuelles. C'était un truc qui avait des bons plans. Et là, honnêtement, on retrouve 2-3 bonnes idées. Je veux bien suivre 2-3 trucs qu'il fait, mais juste. Tout ce qu'il essaie de raconter est super souligné, de manière vachement lourdingue. Et plutôt que d'essayer de croire en son film, qui pourrait être un super huis clos vachement efficace, très sympa, très marrant à regarder, il essaye d'en faire des caisses sur tout un truc qui, manifestement, il maîtrise pas bien, ou en tout cas, il prend peut-être le public un peu pour des teubés, je sais pas trop. Mais il y a un côté un peu désagréable. Et plus ça avance, plus on se rend compte qu'en fait, il sait pas trop quoi faire de ses personnages et qu'il sait pas trop quoi faire de son histoire. Et que du coup, il n'ose pas faire le film qu'il aurait dû faire et qu'il y a beaucoup d'affectations stylistiques que je trouve franchement un peu lourdes, où on va reprendre des scènes qu'on a déjà vues avant dans d'autres points de vue, une espèce de pseudo FR Rashomon mais bidon. Il y a des trucs vraiment un peu
raté et pas bien fait. Il y a même des effets d'espèces de un peu méta où en fait on nous montre qu'on est plus ou moins. Spoilez pas. Non, mais ça on le dit parce que c'est scandaleux. Genre, ça dure 10 secondes et c'est un peu. Ça, c'est Goulag parce que ça sert à rien. Ça dure vraiment juste 10 secondes. C'est Goulag. Non, je spoil pas la fin. En vrai, c'est en mode on raconte une histoire et d'un coup on dézoome et en fait c'est un décor de cinéma. Mais et en fait c'est un film de Wes Anderson. Non mais ça me vénère parce qu'on n'est pas passé loin d'un bon film. S'il y avait eu des mecs qui lui avaient dit genre wow, attends 2 secondes, il faut qu'on reprenne un peu ce que tu racontes parce que tu veux dire, en faire quelque chose. Tu coupes la scène d'intro, tu coupes la fin. Enfin, tu coupes plein de trucs. Et tu refais un bon film, un bon huis clos, marrant, tu vois. Tu te souviens plus de la scène d'intro ou de la fin, Valentin ? Ah oui, putain, oui, non, pardon. Parce que à la fin, on est quand même, je vais pas la spoiler, mais on est quand même parti ailleurs. Bénédicte Cumberbatch. Il est dans toutes les compétitions du XVIIIe siècle. Non, mais ne spoilons pas trop, mais c'est vrai que pour le coup, elle est vraiment Goulag, la dernière scène. Valentin, toi, tu as plutôt envie de le défendre un peu, ce Roi Soleil ? Non, j'ai pas une sympathie folle pour le film, c'est juste que Laurent et Félix, je pense, vont être tellement durs sur l'affaire qu'effectivement, je pense que j'ai un poil plus aimé. Mais je trouve que le problème, en fait, c'est qu'il ne croit pas à ce qu'il a envie de raconter. C'est un peu dommage parce qu'il y a tout un tas d'ingrédients qui font que ça aurait pu fonctionner. Et il arrive à faire à peu près ce que doit faire tout bon huis clos, je pense, qui n'est pas un film psychologique. C'est-à-dire que, il faut que ça rebondisse. C'est-à-dire qu'il faut que pendant 1h30, tu trouves des ressorts pour faire fonctionner ton histoire. Ce serait mieux que les rebondissements ne soient pas Deus et bidon quand même. Ce serait mieux, quoi. Ouais, mais en fait. de taffer, juste. Oui, mais parce qu'il n'a pas de perso. Donc il n'a rien sur lequel se rapprocher. Laissez Valentin défendre le film et vous calmez-vous, là, les deux gargouilles. Ça me choque pas parce qu'en fait, il est dans une dynamique de son. Effectivement, l'histoire, déjà, elle tient. Enfin, c'est une histoire à dormir debout au départ. Donc en fait, à partir de là, qu'il y ait des accidents, pour moi, ça va. Ça pourrait devenir un truc un peu burlesque, ça me va. Et je trouve qu'en plus, il arrive à arriver à un climax. C'est-à-dire que, en fait, son film, il progresse et les dernières scènes, elles sont à peu près fonctionnelles. Donc je pense qu'en termes d'enjeu, il aurait pu se contenter de ça. Et en fait, il essaie effectivement de mettre un certain nombre de trucs un peu qui servent plus de note d'intention qu'autre chose, dont la scène d'ouverture et la scène de clôture qui sont vraiment, vraiment à côté de la plaque, littéralement en dehors du film. Pardon. Et tout un tas d'effets de mise en scène. Effectivement, il y a une scène par exemple de karaoké qui est très méta, qui est très lyrique, qui a aucun sens. Bon, c'est pas. D'une salle de karaoké qu'on découvre quand même, genre aux 3/4 du film, genre il y avait un giga grand bar à l'intérieur de ce truc-là. Pour moi, tu le vois. Qui sert à rien, surtout. C'est-à-dire qu'elle soit là, c'est très bien, mais qui fait que je sais pas ce que ça me raconte du personnage. Ah, mais ça met de la musique intradiégétique. Même du lieu, tu vois, genre cette espèce de déploiement d'espace qui est brillant dans pas mal de huis clos. Là, il se passe exactement, rien. Je trouve spatialement, c'est pas. Et alors qu'il y a d'autres trucs qui marchent, typiquement les caves et tout, ça marche bien. Mais bon, voilà. En plus, ça dure 2 heures, ça devrait durer beaucoup moins que ça. Oui, c'est ça aussi. Je te laisse cracher ta haine, Félix. Non, mais je vais pas cracher ma haine. En vrai, je suis d'accord avec Laurent. Et en fait, dans le fond, je pense que je suis un peu raccord aussi avec Valentin. Juste, moi, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est qu'il fait rien de ses persos. Et qu'en fait, quand tu fais un huis clos et que ça devient un espèce de jeu de massacre où tu sais très bien où ça va, t'as envie d'avoir des personnages qui soient suffisamment bien construits pour que toutes les actions soient imprévisibles. Parce que justement t'as des personnages qui soient forts. Là le problème c'est que c'est imprévisible parce que il a tellement pas envie d'étudier ses personnages que du coup c'est que des éléments qui sont extérieurs. Donc en fait je ne comprends. Il y a littéralement tous les personnages qui peuvent les enlever. Vraiment sacrifiés. Le personnage de Abel qui est joué par Panayotis Pascoe. Il sert à rien. Enfin je veux dire en vrai et tu peux décliner ça à quasiment tous les personnages. Il y en a qui ont un poil plus d'histoire quand même. Ouais j'y sais parce qu'en fait ils sont un peu amoureux. Super. Mais en vrai non mais tu vois genre, franchement je trouve que ça c'est vraiment dommage et c'est une vraie impasse. C'est-à-dire que tu veux faire un film un peu justement de genre avec des guillemets un peu thriller machin très bien mais il faut quand même faut pas oublier que tu racontes aussi une histoire de personnage et que c'est ça qui fonctionne et dans tous les en plus c'est aussi un procédé que tu as déjà vu 15 fois dans tous ces procédés là et je vais pas citer les 8 salopards aux gens mais il faut un Réservoir Dogs il faut et en fait Tarantino, on pense vachement à Tarantino quand tu regardes ça il faut des personnages et des dialogues qui soient vraiment percutants et moi je trouve qu'il est vraiment pas du tout au niveau et du coup ça tombe à plat quoi. Et alors, en Cannes première, on évoquait en début de Cannes cette sélection un peu fourre-tout étrange avec les amis de la Croisette, les gens qui étaient déjà venus. Valentin, toi, tu es allé voir L'amour qui nous reste dans cette sélection qui est un film, si je ne dis pas de bêtises, islandais réalisé par... Linur Palmason. Voilà, merci de me sauver. Qu'est-ce que ça raconte, L'amour qui nous reste ? Par Benedict Cumberbatch. Heureusement non. C'est une sorte de chronique familiale en fait, dans une famille où les parents viennent de se séparer ou en tout cas sont dans une phase de séparation parce que le père traîne encore un peu à la maison et en même temps la mère le chasse. Donc en fait il y a un peu une volonté de garder un esprit un peu familial et en même temps la relation de couple est morte. Donc c'est une chronique vraiment. Le film pourrait démarrer beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard dans l'histoire, dans la temporalité, ça changerait pas grand chose. Il y a plein de saisons qui défilent. Donc c'est pas vraiment là encore c'est pas l'histoire à proprement parler qui compte. Je trouve que vraiment c'est un film qui est assez brillant. Enfin je m'y attendais pas du tout parce que quand on avait vu son dernier Godland qui était là encore à Cannes déjà donc c'est un peu un ennemi de la maison effectivement et je pense mais Godland c'était le film avec
Non, c'est pas. Nicholson au XVIIIe siècle, non, c'est pas ça. C'est un prêtre, ouais. Ah oui, non, je l'ai pas vu. Non, c'est pas, je confonds, c'est pas ça. Une partie de l'Islande. Donc en fait, on s'attend. Moi, j'avais vu un film historique hyper sec, hyper aride. Là, c'est quand même beaucoup plus chaleureux. Ça reste un film festivalier, pour reprendre ce terme, dans le sens où la narration est décousue et qu'il y a des effets de mise en scène qui sont quand même très, art et essai lambda. Maintenant, deux choses fonctionnent très bien. C'est que d'une part, il arrive vraiment à retrouver une sorte de mélancolie du quotidien qui m'a beaucoup touché au cours du film. C'est-à-dire que les personnages passent leur temps à s'adresser des petites attentions, à faire attention les uns aux autres. En fait, c'est vraiment, on voit des choses très simples, des enfants qui se chamaillent, il y a un chien, il y a plein de choses. C'est la vie du quotidien et il arrive à en dégager une mélancolie que je trouve très belle. Et le deuxième truc, c'est d'un point de vue visuel, c'est un mec qui sait vraiment faire des images quand même. Et ça, c'est assez chouette. C'est-à-dire qu'il s'autorise plein de trucs visuellement. C'est un cadre carré quasiment. Il filme les paysages islandais là encore de manière vraiment fantastique. Et puis il y a plein d'incartades de type pas fantastique, mais en tout cas un peu réalisme poétique. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui se fait qui prend la foudre. Il y a je vais pas tout dire, mais il y a un épouvantail notamment qui devient plus ou moins vivant à un moment. Enfin, il y a plein de choses qui viennent contrer, casser le rythme du récit, casser sa tonalité un peu naturaliste. Donc c'est un film qui est pas là où on l'attend et qui a fait souffler beaucoup de mes voisins dans la salle. Mais franchement, c'est donner de la confiture au cochon parce que c'est un film vraiment vraiment. J'étais à côté de deux critiques hispano à côté de moi qui vraiment passaient 2 heures à souffler. Je me disais, mais mesdames, faut partir, faut aller boire une bière parce que c'est pas grave. Mais le film est vraiment hyper délicat et en vrai, il a des qualités incontestables, je pense. Vraiment. Eh ben écoute, on guettera sa sortie. Ouais. À un certain regard, il mène toujours en solo. Je vais aller découvrir Urshin, le premier long métrage de Harris Dickinson qu'on connaît comme comédien, notamment dans une des Palmes d'Or. Moi, je l'avais d'ailleurs découvert. Moi, je l'avais découvert là-dedans dans Triangle of Sadness, le tirant sans filtre de Ruben Östlund. Donc, il passe cette fois-ci de l'autre côté de la caméra. Et il raconte l'histoire d'un jeune SDF qui se retrouve à faire de la prison. Tout à fait. Alors ce film, moi j'y suis allée sans savoir de quoi ça parlait. Enfin toujours, c'est un peu le principe de Cannes. Je l'ai trouvé hyper bien, honnêtement, parce qu'il y a un peu j'ai l'impression que là à Cannes il doit y avoir 15 films qui sont des acteurs qui passent à la réalisation et donc je trouve qu'il y a un peu Scarlett Johansson, celui de Kristen Stewart. L'année dernière aussi on avait pêle-mêle. Enfin il y a un peu un truc où c'est quasi l'endroit obligé. On se demande parfois est-ce qu'ils sont là parce que justement ils sont connus ou parce que vraiment il y a une qualité, il y a un truc à dire derrière. Je pense que dans le cas de notamment Kristen Stewart ou d'autres, il y a de Scarlett Johansson, il y a le fait qu'elle est sélectionnée dans d'autres films de la sélection, donc c'est plus rentable entre guillemets de ramener ces acteurs aussi dans le cadre de leur en fait à partir du moment où ils ont plusieurs films sélectionnés dans plusieurs trucs et après Thierry Frémaux l'avait dit une fois dans une interview, on lui posait la question, il avait aussi dit que à Cannes, le tapis rouge, c'est quand même important et qu'en fait, avoir des stars sur le tapis rouge, c'est quand même quelque chose qui fait que d'un coup, on regarde le festival de Cannes. Les gens vont s'y intéresser. C'est malheureux, mais c'est une des composantes. Oui, bien sûr. Après, Harris Dickinson, dans une moindre mesure. Enfin, c'est pas une immense star. Et puis là, le film est bien, tu nous dis. Donc, oui, le film est hyper bien. En fait, comme tu l'as dit, ça suit un peu le parcours de Mike, qui est un homme d'une petite trentaine d'années, qui est SDF, qui a des addictions, qui se retrouve en prison après une agression. Et en fait, ce qui est brillantissime, c'est qu'on a un peu tout son trajet vers la rédemption et qu'à la fois, il y a un peu un truc où en fait, on peut pas. Enfin, c'est très cynique à un endroit le film parce que ça nous montre qu'on peut très difficilement s'en sortir. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, le personnage est détestable. Et je trouve ça toujours intéressant quand on nous fait suivre pendant 1h30 un personnage qui, au final, ne changera pas et un personnage dont on sait pas vraiment c'est quoi le fond, puisqu'au tout début, on est en empathie avec lui et puis qu'après on le voit vraiment agresser quelqu'un et voilà, donc il y a un peu un truc qui est pas du tout manichéen je trouve dans le film et qui moi m'a intéressée. Il y a des vraies idées, ça se passe à Londres, donc il y a vraiment cette envie aussi de dépeindre un peu la société anglaise contemporaine, de montrer justement l'errance notamment de par les politiques qui s'intéressent pas du tout à la situation de précarité de certaines personnes, et c'est un peu en suivant ce personnage qui va essayer de trouver un travail, essayer de trouver des logements, ça va nous donner un peu une espèce de cartographie de plein d'autres personnages qui gravitent autour de lui et qui sont extrêmement passionnants. Moi, j'avoue qu'en termes de mise en scène, il y a des idées que j'ai trouvées hyper chouettes, mais la chose que je retiens le plus, c'est cet acteur que je connaissais pas du tout. C'est Frank Dillane. Alors moi, je le connais parce qu'il a joué dans un des Harry Potter. Il joue le Voldemort jeune. Et ensuite, il est passé par la série Fear the Walking Dead, qui est le spin-off de Walking Dead. Carrière un peu niche, entre guillemets, à ce niveau-là. Je l'avais jamais vu. Il est brillantissime. Il y a un truc où vraiment tout le film repose sur lui. Et justement, en fait, de par le fait que ça parle quand même de la dépendance à la
la drogue, il y a un truc aussi dans son corps, dans l'évolution, dans la liberté, le cadenassement qui est genre génial, et juste en termes de prestations à voir, moi j'avoue que ça m'a un peu bluffé. Après le film, je vais pas spoiler, mais il y a un peu des espèces d'incursions hyper étranges, mais qui viennent et on sait pas trop pourquoi, et du coup on sent qu'il y a un peu peut-être une crainte de la part d'Harry Dickinson de faire un film qui serait trop lambda, et donc il y a un peu une envie de rajouter des espèces d'éléments qui feraient genre je suis vraiment réel et j'ai pensé mon film et je suis un peu original, qui moi par moments m'ont un peu sorti, mais malgré tout je trouve que c'est très chouette et que ça fait penser à un univers un peu au film des frères Safdie, enfin aussi l'espèce de rythme, l'envie un peu de mettre de la musique un peu techno au-dessus de gens qui courent parce qu'ils ont volé des choses dans des rues. C'est vrai que ça rappelle The Pleasure of Being Robbed. Ouais, non mais c'est ça. Mais voilà, mais quoi qu'il, moi c'était vraiment une très belle surprise de séance de 8h30, et voilà, déjà c'est un bon gage de se dire qu'on y allait à 8h30. Moi j'ai pas du tout dormi et j'étais au contraire hyper. Quand t'as dormi 4 heures, t'as franchement 8h30, si elle te motive pas, tu t'endors rapidos. C'est ça. Donc non, c'est hyper intéressant, et lui il a un petit rôle dedans, il est vraiment génial. Il y a Dickinson. aussi Dickinson, et il y a aussi Megan Northam qui est une comédienne française mais qui je pense est bilingue à un endroit et qui a un rôle qui est très chouette aussi. Enfin vraiment c'est un film que je recommande. Que tu recommandes. On verra du coup à sa sortie en salle. Il s'appelle Urchin du coup. Urchin. Ouais. Et enfin on termine avec la quinzaine des cinéastes, avec un film que vous êtes trois à avoir vu, Valentin, Laurent et Félix. C'est L'amour apocalypse de Anne Hémon. Comment on peut le... C'est plus facile à prononcer que Ilnur Palmason. Oui, mais arrête de te moquer de ma prononciation, je vais en faire des petits traumas. Comment on peut résumer l'amour apocalypse ? L'un de vous se lance ? C'est l'histoire d'un type qui vit dans un village un peu perdu, enfin une petite ville un peu perdue dans la province du Québec. Il tient un chenil, donc il a plein de chiens dont il s'occupe, et il est globalement complètement dépressif dans cette petite ville où il connaît tout le monde. Et il fait une thérapie. Et il essaye de faire une luminothérapie, et il tombe amoureux de la fille du service d'assistance technique, en fait, du service de l'assistance technique. Et en fait, on va suivre un peu leur histoire d'amour qui va s'avérer compliquée, évidemment, parce que voilà. Déjà meilleure arène, le chenil de chien, je tiens à le dire. Oui, c'est un film pour toi, Elisabeth. Mais je sais. Il y a beaucoup de chiens, ils sont très mignons. Ils sont trop mignons pour être tous dans un chenil, si tu peux me permettre. Mais tous les chiens sont mignons, Valentin. Tu sais ce que je veux dire, ils sont tous royal canin. Ils sont tous un peu trop propres peut-être, mais ils sont tous mignons, les chiens. Après, c'est parce qu'ils les aiment surtout beaucoup, les vieux, les borgnes, à ceux qui manquent des dents. Ceci dit, je trouve que c'est une... On va essayer de revenir à ce qu'on fait, tu vois. Je trouve que c'est un film qui est c'est une comédie en fait, assez étrange. C'est une comédie sur des histoires de dépressifs. Il y a une espèce d'atmosphère assez inattendue dans ce film, et qui est à la fois assez touchante sur son personnage principal et sur cette histoire d'amour qui est pas 100% impossible, mais presque, et qui est très difficile. Et on voit en fait un peu tous les obstacles du quotidien que ça peut avoir de faire ce genre de truc. Et de ce point de vue-là, je trouve ça cool, d'autant qu'il y a des vrais moments drôles, il y a des vrais moments de comédie qui fonctionnent très bien. Donc c'est un film québécois assez rafraîchissant, mais en même temps un peu triste, un peu tragique. Et donc je trouve que c'est relativement rare, et je trouve que c'est une belle trouvaille de la quinzaine quand même, parce que c'est vrai que des films comme ça, on n'en voit pas souvent, et que dans le fond, il suffit de pas grand chose, quoi. Il y a pas un grand déploiement stylistique, on n'en fait pas des caisses, il y a juste c'est des petits moments comme ça touchants et assez jolis. Ça rejoint un peu ces films québécois complètement qu'on aime bien, les vampires humanistes, des films. Les simples comme Sylvain, les autres. Tu compares à Simple comme Sylvain d'ailleurs. C'est moins bien que Simple comme Sylvain qui était vraiment génial. Moi j'ai clairement préféré Vampire humaniste, mais ça reste quand même plutôt un bon film. Après les deux films ont rien à voir, je crois. Non. Mais justement, Simple comme Sylvain, il y a peut-être plus de ponts. Oui, il y a plus de ponts avec Simple comme Sylvain, mais le côté rom-com, en tout cas, je trouve que c'est une rom-com très classique, mais avec le côté hyper rafraîchissant de la chose. Je sais pas d'où ça vient, c'est des questions d'écriture, de direction d'acteur, mais en tout cas, vraiment, il y a une tonalité québécoise, et ça c'est super chouette. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas m'accuser de racisme ? Fraîcheur, il allait dire. Il allait dire ils ont un accent rigolo. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah non, je crois que t'allais dire fraîcheur, t'allais dire il fait froid là-bas ou une connerie comme ça. Non. Un pur truc juste complètement gratuit et débile. En l'occurrence, en plus, là, une bonne moitié du film est en anglais, donc ça. Enfin, moi, je sais pas discerner les accents en anglais, donc. On embrasse nos amis québécois. Ouais. Bien sûr. Non, mais en fait, tout marche très bien. Je vais rejoindre Laurent sur plein de trucs. C'est effectivement, je trouve que c'est une rom-com avec très corseté rom-com, et qui fonctionne comme tel, mais qui s'assume comme tel, mais qui est bien dialogué, qui est bien joué, qui met
en avant des acteurs qui sont chouettes. Enfin, j'adore ce personnage masculin qui est à la fois un peu toxique, un peu border et en même temps un peu sur le chemin de la rédemption, mais en même temps pas totalement et juste humain quoi. Et donc dans son bordel, dans son jus originel quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette, bien réussi. Et puis il y a quand même une thématique de l'éco-anxiété qui est quand même abordée de manière hyper marrante. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que vraiment c'est sous l'angle comique. C'est-à-dire que ça s'appelle Amour Apocalypse. Il y a du coup amour, mais il y a aussi apocalypse, parce qu'il y a une tempête. Le mec a peur du réchauffement climatique, mais d'un point de vue vraiment c'est nerveux quoi. Et du coup il arrive pas à gérer du tout ça. Et donc le film exauce ses fantasmes au fur et à mesure. Et ça c'est assez chouette parce que c'est quand même une bonne manière de parler de ce sujet. Et je viens de faire le lien quand même. On avait l'amour qu'il nous reste, l'amour apocalypse. On a des. Moi j'ai eu une journée beaucoup amour aujourd'hui. Bah écoute, c'est plutôt joli. Félix, toi qui aimes tant les chiens. Voilà, la relance super toxique. Ils sont trop beaux les chiens. Non, en vrai le mec a un flingue sur la tempe, tu sais. C'est un film effectivement tout doux et en même temps assez triste. Moi j'ai vraiment bien aimé, je crois. Plus je le décante et plus j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je vais complètement vous rejoindre. Je trouve que les personnages sont super. Le personnage féminin aussi est hyper intéressant parce que c'est une voix pendant toute une partie du film. Et puis on commence à la découvrir. Et après, on découvre un peu plus sa vie vers la fin du film. Et je trouve que la découverte qu'on fait est vraiment hyper intéressant parce que du coup il y a pas mal de choses qui sont un peu redistribuées. On découvre que c'est une IA et non mais d'ailleurs ils font la blague dans le film. Et surtout je trouve qu'à la mise en scène il y a vraiment des trouvailles qui sont extraordinaires, notamment sur la gestion des scènes d'intimité. Il y a vraiment des intimités qui sont vraiment bouleversantes avec rien du tout, des jeux de lumière, des jeux de cadrage, des jeux de visages qui s'effleurent. Et bon, ça peut paraître hyper pédant quand j'en parle, mais vraiment je trouve qu'il y a une subtilité et une délicatesse que j'ai rarement vu. Et du coup juste pour ça je trouve que c'est hyper intéressant. On sent que c'est vraiment un film qui veut du bien au monde, même s'il parle de sujets un peu durs, et du coup ça fait du bien, je trouve, d'en rigoler et en même temps d'en pleurer un peu. En fait, le seul petit défaut, je dirais, c'est que je trouve pas le film super bien construit. C'est un peu bordélique. Du coup, c'est un peu bordélique et que ça le rend sympathique aussi, je trouve. Et que c'est du coup un poil longuet. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est quand même. Franchement, allez-y quand ça sort parce que ça vaut vraiment le coup. Et merci l'équipe. Maintenant, on va tous courir à notre séance de minuit pour aller voir Exit 8. Rendez-vous demain pour savoir si on a réussi à arriver à temps. Et surtout si on a dormi pendant le film. Si on peut vous en parler. Si du coup on s'est endormi. À demain.